Cette impression d'être complètement sous l'eau, cette tension constante à cause du boulot, pour beaucoup de monde, c'est devenu le quotidien. Mais la question c'est, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on doit l'accepter? Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça, la fameuse pression au travail. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur du phénomène, regardons ce chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. C'est assez parlant. 1 salarié sur 2 ressent une pression intense liée à son travail. 1 sur 2, c'est énorme. Donc non, ce n'est pas juste un petit problème isolé, c'est une réalité pour la moitié du monde du travail. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que un peu de pression, ça peut être une bonne chose, non? Ça nous motive, ça nous pousse à nous dépasser. Le problème, c'est quand le moteur s'emballe. Et là, ça peut faire très mal. Alors la grande question, c'est où est la limite? Où est-ce qu'on passe de la motivation à quelque chose de toxique? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ok, alors pour commencer, mettons les choses au clair. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une, mais 2 sortes de pression. Toute pression n'est pas forcément mauvaise. C'est un peu comme une pièce avec 2 faces. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la bonne pression. Le petit coup de boost qui nous rend plus concentrés et plus efficaces avant une échéance importante. C'est le bon stress. Et puis, de l'autre côté, il y a la pression excessive. Celle qui ne nous lâche jamais, même à la maison. Celle qui nous ronge et nous épuise. On le voit bien, le vrai problème, ce n'est pas la pression en elle-même. C'est son intensité et sa durée. Bon, mais comment on sait? Comment on sait qu'on a franchi la ligne? Heureusement, notre corps et notre esprit nous envoient des signaux. Des vrais signaux d'alerte. Le tout, c'est d'apprendre à les écouter. D'abord, il y a les signes physiques. Et là, il faut vraiment y faire attention. On parlait de quoi? Eh bien, des nuits agitées, quand on se réveille en pleine nuit en pensant au boulot. Cette fatigue qui ne disparaît jamais, même après le week-end. Et bien sûr, les douleurs, le mal de dos, la nuque complètement bloquée. Tout ça, c'est notre corps qui nous dit « stop, je n'en peux plus ». Ça peut même aller jusqu'aux troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. C'est le signe que la machine est en surchauffe. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas au corps. La tête aussi en prend un coup. On devient irritable, impatient, on s'énerve pour un rien. Le travail qui nous plaisait avant perd tout son intérêt, la motivation s'envole. Et petit à petit, on peut avoir tendance à se replier sur soi, à moins voir ses proches. Ces changements-là, ils sont tout aussi importants à surveiller. Pour bien comprendre comment tout ça s'assemble, ce témoignage de Léa est parfait. Il est fictif, mais il raconte une histoire que beaucoup reconnaîtront. La boule au ventre le matin, l'irritabilité qui déborde sur les collègues, la famille, et puis ce constat, la limite est franchie, c'est le burn-out. C'est vraiment l'accumulation de tous ces signes qui mène à la rupture. Parce que oui, ignorer tous ces signaux d'alerte, ça a un coût très élevé en fait. Et les conséquences sur le long terme, elles peuvent être vraiment sérieuses, tant pour la santé que pour la carrière. On entend ce mot partout, burn-out. Mais c'est important de savoir ce que ça veut dire vraiment. Ce n'est pas juste un gros coup de fatigue, non. Le burn-out, c'est un véritable effondrement. C'est quand on se sent complètement vidé, physiquement, mentalement, émotionnellement. On a l'impression d'être inefficace, et la moindre petite tâche devient une montagne. Et les répercussions, elles sont bien réelles. Pour la santé d'abord, on parle de risque de maladie cardiovasculaire, ce n'est pas rien. Et pour la carrière, c'est tout aussi lourd. La productivité baisse, on fait plus d'erreurs, les arrêts maladie s'enchaînent, et parfois ça mène à devoir tout arrêter, à changer de voie de force. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir. Il y a des choses à faire, des outils concrets qu'on peut mettre en place pour reprendre la main. Alors voyons comment on peut retrouver un peu d'équilibre. Voici une sorte de petite boîte à outils avec 5 pistes. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, comme des exercices de respiration pour gérer un pic de stress. Il y a des choses qui demandent un peu plus de travail sur soi, comme apprendre à poser ses limites, à oser dire non. Et puis il y a des approches plus en profondeur, le yoga, la méditation ou tout simplement parler. À son manager, à un professionnel. C'est vraiment une démarche complète. D'ailleurs, pourquoi le Kundalini Yoga est souvent mentionné? Eh bien, l'idée, c'est que ça ne fait pas que soulager sur le moment. En travaillant à la fois sur le corps, la respiration et la méditation, ça vient en quelque sorte muscler notre système nerveux. Ça nous aide à devenir plus résistants face au stress de manière plus durable. Voilà, on a vu la différence entre bonne et mauvaise pression, les signaux d'alerte, les risques et les solutions. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, c'est impossible. La vraie question, la seule qui compte peut-être, c'est quel est le tout premier petit pas, réalisable dès aujourd'hui, pour commencer à reprendre le contrôle et à redessiner sa propre frontière.